bonjour tout le monde. Ça fait très plaisir quand on organise une réunion comme ça, de voir pas mal de monde finalement, des visages connus comme des visages inconnus. Voilà, merci beaucoup d'être là. J'ai d'abord 2 communications à vous faire, après on rentrera dans le dur. La première communication, c'est samedi prochain, dans 2 jours, le rendez-vous des samedis de la Fontaine. C'est tous les premiers samedis du mois. C'est organisé par le comité du nouveau Front populaire. Ça s'appelle la Fontaine, mais en fait c'est Place des droits de l'homme. C'est pas mal non plus, Place des droits de l'homme. Ensuite, samedi 5 avril, c'est pareil, mais à 19 h, au temple de la Motte d'Aigues, il y a des amis poètes, des amis musiciens, chanteurs, qui organisent un spectacle. Le groupe s'appelle Poètes Vos Papiers, avec Serge, Elisa et Eric au piano. Alors ils ont plein de chansons intéressantes, Barbara, Aznavour et Gianni. Voilà, on les a déjà fait venir à la Tour d'Aigues. Vraiment, donc c'est samedi 5 avril, 19 h, au temple de la Motte d'Aigues. Voilà. Alors, maintenant, je voulais juste dire que pour moi aujourd'hui, à quelques mois près, 2-3 mois près, c'est un anniversaire. Parce que en 2005, Attaque nationale, comme Attaque Sud-Luberon, a mené une campagne gigantesque, chaleureuse, démocratique. J'avais pris des photos et cette salle était remplie avec 400 personnes. Voilà. Là, sur la photo, dans un petit bout, on voit Annick d'un côté, Annick Basset, qui est là, et puis moi, et au milieu, il y avait Bernard Cassel, qui était à l'époque directeur en chef du monde diplomatique, qu'on avait fait venir de Paris, là aussi. Voilà. Donc, ça a été une campagne vraiment extraordinaire. La France était devenue une ruche. On avait, avec d'autres partis politiques, il n'y avait pas qu'Attaque, mais on avait vraiment transformé la place publique en place de la démocratie. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un jour d'anniversaire. Alors, maintenant, 20 ans après, alors c'est plus Alexandre Dumas, là, hein, 20 ans après, on fait le bilan. Qu'est devenue l'Union européenne après le coup d'État de 2008, hein, où le Congrès, le Parlement réuni en Congrès, a annulé le vote populaire. Je dis annulé, une sorte de coup d'État. Voilà. Et donc, voilà, on peut faire le bilan aujourd'hui. On nous avait vendu en 2005, et même avant, l'Europe de la paix et de la prospérité. Aujourd'hui, c'est l'Europe de la guerre et de la pauvreté. Donc, un certain nombre d'associations, de partis politiques qui travaillent en coordination. Donc, on a le PARDEM, la JRCF, la Dynamique populaire constituante, le RPS-FIER, le PRCF. On a décidé de poser une question sous forme d'une pétition. Donc, c'est un appel 2025 pour un référendum. Souhaitez-vous que la France reste dans le système actuel de l'Union européenne? Alors, ce papier-là, qui est une forme de tract, c'est un appel à signer la pétition. Il y a déjà plusieurs centaines, on n'est pas loin de 1000 de gens, de personnalités qui ont signé. Vous les trouverez là-bas tout à l'heure, quand on aura fini. Je vous invite à en prendre quelques-uns et à faire signer vos voisins, vos amis, la famille, etc. Voilà. L'Union européenne, ce n'est pas l'Europe. L'Europe, c'est 50 pays. En 2005, on va faire un petit voyage dans le passé. En 2005, on a voté non au TCE.
le traité constitutionnel européen. Alors certains, évidemment, posaient la question, est-ce que ce n'est pas une constitution, c'est une constitution parce que. Alors je rappelle quand même que tout traité a une finalité. Et la finalité de ce traité, c'était quand même bien clair. Traité établissant une constitution pour l'Europe. Donc, quand est-ce qu'on établit une constitution? Alors, à l'entrée des urnes, c'est un traité. Si on vote oui, ça devient une constitution, si on vote non, ça reste un traité. On verra par la suite ce qu'on en fait de ce traité. Et quand est-ce qu'on fait une constitution? On fait une constitution quand on fait par exemple un choix démocratique, avec une assemblée constituante. Donc là, on fait la refonte d'une constitution. On fait aussi une constitution quand on crée un État. Puis on fait aussi une constitution quand on fait un coup d'État. Et là, on voit la création d'un supra-État par un coup d'État institutionnel. Voilà. Parce que c'était quand même les prémices, le démarrage d'un supra-État. Parce que il est bien évident que si on faisait une constitution, si on établissait une constitution pour l'Europe, c'était pas simplement symbolique, c'était quand même pour s'en servir de cette constitution. Alors on a dit non. Et puis, bon, on se dit, on ne pouvait pas faire revoter les Gaulois réfractaires, c'est pas possible. Alors on a essayé de trouver autre chose et de faire un mini-traité. Ce mini-traité, c'était le traité de Lisbonne. Alors le traité de Lisbonne, c'est quelques articles qui définissent le traité constitutionnel européen, séparé en deux parties. Le TU, bien nommé, traité sur l'Union européenne, et le TFU, c'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est la même chose, c'est le clone du traité, c'est le clone du traité constitutionnel. C'est Giscard d'Estaing lui-même qui le dit, quelques arrangements cosmétiques. Et comme il le dit aussi, c'est simplement des boîtes à outils, simplement que les outils n'ont pas été rangés dans les mêmes cases, c'est tout. Hein. Donc c'est exactement la même chose. Donc le traité de Lisbonne bon, le traité de Lisbonne en soi, c'est un traité, mais il se trouve que réunis en congrès, le Sénat et l'Assemblée nationale ont fait une belle forfaiture, trahison, ils ont trahi le vote et ont validé la ratification de ce traité, mais pas seulement. Le traité, la référence à ce traité de Lisbonne a été inscrite dans la Constitution à l'article 88.1. Et l'inscription dans cet article-là fait en sorte que c'est un élément constitutionnel. Donc, le droit européen est déjà supérieur à notre droit, mais là, il l'est doublement, parce qu'on ne peut pas déroger à la Constitution. Alors, quand on dit que les lois, les directives ne sont pas toutes inspirées par l'Union européenne, à partir du moment où il y a la référence à un traité dans notre Constitution, toutes les lois sont inspirées évidemment par le traité. Donc, ce qui n'est pas directement l'application de directives. Alors, je rappelle au passage que les directives doivent s'appliquer. C'est pas qu'on ne veuille ou qu'on ne veuille pas. Toutes les directives doivent s'appliquer. On peut toujours aller au-delà de ce que préconise la directive, jamais en deçà. Voilà, ça c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc le traité de Lisbonne a une particularité, je dirais toujours, la Constitution, le traité de Lisbonne, qui est dans notre Constitution, a quand même une particularité. Cette particularité, c'est d'inclure un dogme économique. Un dogme économique dans une constitution, dans un élément constitutionnel. On appelle ça normalement une dictature. Hein. Bon, c'est pas. Ça veut dire que quel que soit le gouvernement au pouvoir, on ne peut pas faire autre chose que ce qui est dit dans le traité. Donc, et la définition de cette politique économique, c'est le néolibéralisme, c'est le tout marché. Et donc, je vais vous citer quand même quelques exemples. Déjà, il faut savoir que c'est depuis le traité de Rome que le néolibéralisme est inscrit dans les textes. À l'article 3 du traité de Rome, donc on définit la libre circulation des personnes, des services et bien sûr des capitaux.
Et on inscrit également la concurrence libre et non faussée. Donc on le retrouve dans le traité de Rome. Évidemment, on dit non, c'était très bien, c'était pour la paix, ben, c'était surtout pour le commerce. Voilà. Et donc on peut relire le traité de Rome, c'est intéressant. C'est très court et c'est intéressant. Et donc depuis le traité de Rome, donc la concurrence libre et non faussée était inscrite dans les textes, et là on a gommé cette référence à la concurrence libre et non faussée. Mais je vous rassure, hein, elle est toujours là au chapitre 7. On ne nous dit pas la concurrence libre et non faussée, on nous dit que sont incompatibles avec les règles de l'Union européenne, les règles du marché, tout ce qui peut fausser la concurrence. On ne dit pas que c'est la concurrence libre et non faussée, mais on le dit autrement. Donc, rassurant, c'est pas le nom, mais enfin, on peut aussi s'amuser un petit peu à leur dépens. Et puis, donc, il y a quelques exemples dans cette constitution. Je dis constitution à chaque fois parce que bon, c'est quand même un petit peu une petite constitution cachée, qui a un but d'ailleurs. Donc, on voit à l'article 4 et l'article 3, je dis l'article 4 avant l'article 3 parce qu'on oublie toujours l'article précédent, les considérations économiques. Donc, dans les compétences, il y a des compétences partagées et des compétences exclusives de l'Union européenne. À l'article 3, il y a les compétences exclusives de l'Union européenne et à l'article 4, il y a des compétences partagées. Les compétences partagées, les États peuvent exercer leurs compétences si l'Union européenne ne fait pas mieux que les États. Elle fait souvent mieux là aussi. Et on s'aperçoit qu'elle fait souvent mieux. C'est ce qui est dit et c'est ce qui est fait. À l'article 4, on voit que dans les compétences partagées, donc qui reviennent aux États, il y a le marché intérieur. On dit, bon, alors là, puisqu'il y a le marché intérieur, c'est bien, hein, vous avez un champ, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Oui, seulement à l'article 3, quand on revient un petit peu, c'est l'Union européenne qui fixe les règles de fonctionnement du marché intérieur. Donc vous avez un champ, mais vous ne pouvez pas aménager le champ comme vous voulez, vous ne pouvez rien faire de votre champ. Voilà, c'est schématique, mais en gros, c'est ça. Il y a aussi les services publics qui disparaissent. Le protocole 26, on retrouve, mais les services publics ne sont pas des services publics. Ce sont des services d'intérêt général, des services d'intérêt économique général. Donc ça veut dire que de toute façon, tout doit être privatisé, tout doit être livré au marché. C'est la règle. D'ailleurs, en 2005, l'Organisation mondiale félicitait l'Union européenne comme élève modèle justement pour les règles commerciales. Et il y a aussi un article qui est pour la démocratie. Alors là, la démocratie, on se dit, bon, bah oui, après tout, puisqu'on nous vante la démocratie en Union européenne, la démocratie, c'est l'article 11. Il n'a d'ailleurs pas changé de numéro. Certains ont changé de numéro dans les traités, TUE et TFE. Mais là, lui, non, il n'a pas changé de numéro, comme d'autres d'ailleurs. Et c'est 1 million de citoyens, donc un exercice de démocratie. Il faut bien écouter parce que 1 million de citoyens au moins, d'un nombre représentants des États membres, peuvent inviter la Commission. Alors, 1 million de citoyens, de nombre significatif d'États. On comprend que, bon, 1 million de citoyens, c'est pas beaucoup, donc on peut y arriver. De nombre significatif d'États, c'est normal et logique, hein, peuvent inviter la Commission européenne dans le cadre de ses attributions. Alors bien sûr, tout le monde connaît les attributions de la Commission européenne, sauf les 99,99% qui ne les connaissent pas, parce qu'on ne se réveille pas tous les matins en sachant les attributions de la Commission européenne. Ce n'est pas l'organisation d'un pique-nique ni d'un apéro. Hein. Donc les attributions de la Commission européenne, elle a l'initiative des lois et elle est la gardienne des traités. Ça, ce n'est pas dit dans le texte, bien sûr. Ils peuvent inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions qu'ils jugent nécessaires pour à des applications juridiques. Donc on se dit, bon, bah,
c'est bien. On peut soumettre un texte pour qu'il y ait justement qui se traduise en termes de loi. Oui, sauf qu'il faut quand même attendre la fin de la phrase, parce que c'est soumettre donc un texte sur des questions appropriées, sur des sujets qu'il juge nécessaires pour des applications juridiques, aux fins d'application des traités. Aux fins d'application des traités. Donc, si on dit qu'on voudrait des services publics avec un monopole public, la Commission européenne dira, allez donc regarder ce qui se passe dans les textes et vous verrez que ce n'est pas possible. Donc, c'est un leurre. Il n'y a pas plus de démocratie et toute la démocratie, le sens de la démocratie tient dans ce petit paragraphe. Alors, on aurait pu s'opposer, d'ailleurs, aux directives européennes. C'est pas moi qui le dis, c'est Louis Favoreux, professeur de droit constitutionnel et fondateur de la revue de droit constitutionnel, qui disait qu'on aurait pu s'y opposer effectivement. Quand on lit le préambule de 46, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, quand on lit le préambule de 46, on s'aperçoit qu'on a les monopoles de services publics. On aurait donc pu s'opposer aux directives européennes qui les menaçaient. On ne l'a pas fait. Et si on ne l'a pas fait, c'est qu'on n'a pas voulu le faire. De la même manière, on aurait très bien pu s'opposer au traité de Lisbonne. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, et donc, comme je le disais tout à l'heure, quel que soit le gouvernement au pouvoir, il ne pourra faire que ce qui est écrit dans la Constitution et que ce que dit le traité. Alors, ou soit pour l'Europe, ou pas d'Europe, ou pour l'Europe, je dis bien l'Europe, je ne dis pas l'Union européenne, je parle moi d'une Europe des projets, d'une Europe des peuples, d'une Europe des nations. Ce que l'on soit pour ou que l'on soit contre, il faut quand même que l'on puisse se déterminer, et il faut aussi savoir ce que l'on veut. Être soumis au diktat, un diktat économique dont on ne pourra pas changer, et qui nous entraîne, qui est le néolibéralisme, et qui nous entraîne vers le mondialisme, la globalisation, ou bien alors est-ce qu'on veut être libre et indépendant? Eh bien, bonsoir à tous. Alors, avec quelques amis et camarades, nous avons pris l'initiative de lancer cet appel parce que nous pensons qu'on ne doit pas s'habituer à ce qui s'est passé depuis 2005 et en particulier le vol de ce référendum avec le coup d'État parlementaire du 4 février 2008. Il faut bien dire que c'est passé comme une lettre à la poste, ce coup d'État parlementaire. Les grandes forces politiques n'ont rien fait, ni à l'occasion du congrès de Versailles, ni après. Je me rappelle, ce jour du 4 février 2008, nous n'étions qu'une poignée à Versailles, quelques dizaines tout au plus, sous la pluie. Aucun des partis et des autres organisations, syndicales, associatives et autres, qui avaient appelé à voter non pendant la campagne de 2005, n'avaient appelé à se rassembler. Parce que l'enjeu était absolument extraordinaire. C'était tout simplement de voler, de transformer en son négatif ceux qui avaient été votés à 55% par le peuple. Il fallait donc que ces forces continuent à se rassembler pour appeler, je ne dirais pas peut-être pour empêcher la tenue du Congrès, mais pourquoi pas? C'était une question qui se posait, qui ne s'est pas posée chez tous ces gens-là. Et ce qui est terrible, c'est que même les partis qui ont des députés qui avaient fait la campagne du non se sont présentés au Congrès. Certes, ils ont voté non au traité de Lisbonne, à la ratification, mais il ne fallait pas participer à ce Congrès. Il fallait le boycotter.
il fallait appeler la population à manifester devant le Congrès, faire une chaîne humaine, prendre une initiative ce jour-là, de la même hauteur, de la même ampleur historique que ce qui s'était passé le 29 mai 2005. Ça n'était pas du tout à la hauteur. Et depuis cette période, on a l'impression que même ceux qui ont appelé à voter non, parmi les forces qui ont mené cette campagne, il y a comme une sorte de gêne. On a l'impression que ça les gêne d'avoir appelé non, à voter non. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de continuité entre cette campagne pour le non et l'évolution de la situation politique et ce que font les partis politiques autour de ces questions stratégiques centrales. Il n'y a pas de continuité, ça veut dire que ces forces qui ont gagné le référendum n'ont rien fait de cette victoire. Rien. Aucune continuité. Alors, c'est contre cela que nous voulons réagir pour entretenir la flamme de souvenirs, bien entendu, parmi la population, et notamment la jeunesse, les jeunes, je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire autour de cette période de l'histoire, mais pas seulement une commémoration, c'est pour relancer la mobilisation populaire. C'est bien pour cela. Et faire en sorte qu'on puisse reprendre le flambeau et continuer le combat qui s'est interrompu. Alors, ce qui est peut-être original, intéressant dans cet appel, c'est que on n'appelle pas à voter non. On dit simplement que les Français doivent être consultés s'ils veulent ou pas rester dans le système actuel de l'Union européenne. Autrement dit, même les gens qui ont voté oui sont fondés à signer cet appel, parce que c'est un acte démocratique. Il n'y a pas eu de référendum depuis 2005. Les classes dominantes, les oligarques, les maîtres, comme disent certains pour désigner tel ou tel, les maîtres de l'Élysée, des autres lieux de pouvoir, ne veulent plus consulter le peuple, ils ont peur. Eh bien, les gens qui ont voté oui, les gens qui ont voté non, peuvent se retrouver dans cet exercice démocratique, de soutenir l'idée d'un référendum pour savoir ce que l'on doit faire. Et bien entendu, chacun, après, dans cette campagne, si ce référendum est déclenché, devra donner son point de vue, bien entendu. Moi, mon point de vue, c'est non. C'est non parce que c'est une question de principe. Je pense qu'il faut rappeler que le système actuel de l'Union européenne a pour but essentiel d'empêcher les États membres de mener des politiques économiques et sociales, mais également environnementales, de protection de l'environnement, favorables à l'intérêt des populations. Je crois que ça, c'est mal compris. On reste encore au niveau CM2. L'Europe, c'est la paix, l'Europe sociale, patati, patata. Non, tout ça, c'est des histoires. Ce sont des contes pour enfants. Ce système est mis en place, je le répète, par principe, par définition, par construction, depuis le début, avec une dérive de plus en plus autoritaire, pour empêcher les États membres de mener des politiques qui ne soient pas d'inspiration néolibérale. C'est fait pour ça. Ça n'est pas fait pour autre chose. Donc, on ne peut que voter non, que lutter pour l'explosion de ce système, pour sa disparition. Alors, et évidemment, sortir de ce système le plus vite possible, se sauver. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut faire exploser
faisait l'Europe. L'Europe, c'était bien que Annick ait rappelé la différence entre Union européenne, système politique, et Europe, notion géographique. Ce n'est pas la même chose, bien entendu. Nous voulons combattre, nous combattons le système politique. Mais nous sommes pour une union des peuples, des nations fraternelles, pour coopérer avec les voisins, avec les pays de ce continent, et pas seulement avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. On ne peut pas séparer les deux choses, parce que tous ceux qui nous parlent de l'immigration, qui en font une obsession, mais leur projet abstrait, parce que dès qu'on leur demande de rentrer dans le détail, comment ils vont virer les 5 millions d'Arabes qui sont là? Mais ils sont incapables d'avancer 2 idées qui tiennent la route. Ça n'est pas possible. Il faut faire avec. Il faut l'assimilation, comme on disait, l'intégration par le travail, par la formation, par la culture. Et on le fera d'autant mieux que l'on coopère avec les pays de la rive sud de la Méditerranée, dans une union qui n'a pas de raison d'être simplement européenne. Ça n'a pas de sens. La rive sud, mais le côté est, les Balkans, la Russie, l'Ukraine, ce sont des pays avec lesquels il faut nouer des relations, pas sur la base du système actuel de l'Union européenne, pour coopérer, pour faire autre chose. Bon, donc on voit que, franchement, ce système n'a aucun argument pour se défendre. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'il soit encore debout. Mais on va voir, je donnerai quelques éléments sur l'évolution nouvelle du système, très prometteuse, parce que tout ça est en train de s'effriter. Et donc, ce système, ne l'oublions pas, a été mis en place, donc, par les agents des classes dominantes. Pensons aux agents de la CIA, qu'étaient ce qu'on appelle les pères fondateurs. Ce ne sont pas de grands démocrates, ce sont des gens, par exemple, qui ont toujours mis des bâtons dans les roues du général de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale et après. Vous connaissez tous les noms. Donc ces gens-là, ce sont des agents des classes dominantes qui ont mis en place pour leur maître un système favorable aux intérêts de leur maître. Et donc, ce système, pendant toute une période, a très bien fonctionné. Il faut le reconnaître. Ça a remarquablement bien fonctionné au service des classes dominantes. Il a permis, ce système, le maintien d'un très haut niveau de chômage. C'est parfait, c'est ce qu'il voulait. Il a permis une pression constante sur les salaires. Excellent. Il a contribué à l'augmentation des inégalités entre les pays et entre les catégories sociales à l'intérieur de chaque pays. Il a permis d'affaiblir considérablement les services publics. Il a laissé faire des grandes entreprises polluantes et antisociales. Il a accéléré la désindustrialisation de notre pays, aussi de la Grande-Bretagne, etc., etc. Mais avouons-le, c'est un succès. En fonction des objectifs réels du système, c'est quand même pitoyable d'entendre des gens qui se désolent qu'avec l'Union européenne, il y ait plus de chômage, il y ait une pression sur les salaires, il y a la destruction des services publics. Mais ils n'ont rien compris. C'est le résultat du système. Ce système a bien fonctionné. Il faut l'expliquer. Et tout cela, malgré toute une série de réformes qui ont été menées, par exemple en 1986, l'acte unique, les 15 en 1995, l'acte unique, le socialiste en 1985, le socialiste en peau de lapin, Jacques Delors, impressionnant de socialisme,
était devenu le nouveau président de la Commission européenne. Après avoir fait son mauvais coup en France en 1982-83, la trahison de la gauche avec les plans d'austérité, eh bien, il est allé faire la même chose à l'échelle européenne. Alors, il y avait déjà des bases, ça a été rappelé. Le marché commun n'était pas tout à fait clair là-dessus. Il était même parfaitement libéral dans son essence dès le départ. Mais là, ils ont voulu accélérer avec Jacques Delors. Et donc, il a contribué, Jacques Delors, à mettre en place les marchés financiers. Il a poussé, avec cet acte unique, à la création d'un grand marché intérieur sans frontières. C'est lui, dans son livre blanc, qui s'appelle « Sur l'achèvement du marché intérieur », il a préconisé la fin de tous les contrôles aux frontières à l'intérieur de la communauté économique européenne, comme elle s'appelait à l'époque, pour relancer la croissance économique. Alors, ils ont ouvert à tout vent, mais est-ce que la croissance économique est revenue? Pas du tout. Au contraire, ça a dégradé la croissance économique. Ils voulaient créer un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services, des capitaux serait assurée. Ils l'ont fait. Et avant d'arriver à cette étape, ils avaient retiré toutes les restrictions sur les mouvements de capitaux. Ce sont les 4 libertés, comme ils les appellent, à Bruxelles. Ils ont fait ça. Est-ce que ça a amélioré la situation des sociétés, des gens? Pas du tout, au contraire. Et donc, ils ont continué parce que ça donnait les résultats qu'ils attendaient, les résultats réels qu'ils attendaient. Ça dégradait la situation et ça renforçait les profits. La rentabilité du capital s'améliorait. Les classes dominantes étaient satisfaites. Et il faut ajouter le traité de Maastricht pour voir la séquence politique de ces dernières années. Au plan politique, la ratification du traité de Maastricht en 92, qui s'était opéré difficilement, il faut le rappeler, parce que dès cette époque, ça commence à s'effriter. Et ça se passe pas très bien à Maastricht parce que on voit déjà un premier référendum au Danemark. Les Danois rejettent le traité de Maastricht. Et puis on voit des difficultés aussi en Allemagne, au Royaume-Uni. Et pour couronner le tout, le référendum en France de 92 sur le traité de Maastricht est gagné, certes, mais seulement avec 51% des voix. C'est juste. Et c'est là que la création de l'euro, sous contrôle d'une banque centrale européenne, est prise, et que, bon, je passe le détail. Et donc, avec 20 ans de recul, et un peu plus, on voit combien cette entreprise de destruction systématique, persévérante, a donné des résultats négatifs pour l'ensemble de la société, avec en particulier le sadomonétarisme qui est l'euro, qui joue un rôle considérable pour la diminution de l'industrie dans notre pays, la pression sur les salaires. Alors, à partir de là, les oligarques européens commencent à avoir peur. Ils commencent à s'inquiéter. Ils voient le résultat de Maastricht, ils commencent à voir que la rentabilité du capital n'est plus ce qu'ils en attendent. Et puis, il y a l'évolution au Parlement, entre guillemets, européen. Alors, je précise là aussi que ce qui intéresse les oligarques européens, ce n'est pas de savoir quelle sera la majorité au Parlement européen. Ils sont tous d'accord, gauche, droite, ils sont pour le système. Ce qui les intéresse, c'est de vérifier le taux d'abstention. C'est le seul critère qui intéresse ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve l'indicateur de défiance vis-à-vis du système. Moins il y a de gens qui votent, moins il y a de gens qui soutiennent le système. Ceux qui votent
qu'ils votent, quelle que soit la liste pour laquelle ils votent pour le système. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le taux d'abstention évolue. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi que la position du boycott pour les élections européennes est une position politiquement fondamentale, parce que c'est elle qui s'oppose frontalement au système. Et donc, les élections européennes, pour les oligarques, eh ben, ça se passe pas très bien. Depuis 1979, la première élection européenne, il y a 38% d'abstention. Bon, c'est dans la moyenne, il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter, quoique, avec le matraquage médiatique qu'ils font sur l'Union européenne, l'Europe, on aurait pu penser que les citoyens se seraient mobilisés en masse pour voter enfin pour une représentation parlementaire européenne. Bon, 38%, c'est quand même pas terrible, même si c'est dans la moyenne des autres scrutins. Mais ça se dégrade après. En 84, 41% d'abstention au niveau de l'Union européenne. 89, 42% d'abstention, 94, 43%, 99, 51%. Là, ça bascule, c'est-à-dire que les partisans du système sont minoritaires. Ils deviennent minoritaires. Et donc, panique à Bruxelles, à Francfort, à Strasbourg. C'est l'époque de l'euroscepticisme. Ce sont les journalistes qui ont sorti cette expression. L'euroscepticisme, ils s'inquiètent vraiment de l'évolution de la situation. Au même moment, nous sommes au début des années 90, il y a la dislocation de l'URSS et des autres pays socialistes. Contrairement aux espérances des oligarques bruxellois, cette explosion de l'URSS n'entraîne aucune vague d'adhésion spontanée des pays qui entouraient l'URSS et des pays qui naissent de l'explosion de l'URSS. Il n'y a pas de mouvement d'adhésion enthousiaste, spontané de ces pays qui se tourneraient vers le phare que devait être le système de l'Union européenne. C'est même le contraire. Ces pays se tournent vers le parapluie américain, vers l'OTAN. Ils adhèrent d'abord à l'OTAN, et puis certains après à l'Union européenne. L'Union européenne n'apparaît pas désirable pour ces pays. Aujourd'hui, en 2025, c'est tout à fait nouveau, et j'insiste vraiment pour qu'on apprécie la nouveauté de la période, de la situation, et d'une immense portée, donc, les classes dominantes européennes font le constat public, pour la première fois, que ce système ne parvient plus à valoriser correctement leur capital. C'est la première fois qu'ils reconnaissent que ça ne marche pas pour eux. Avant, ils masquaient les choses. Ils voulaient faire croire qu'ils luttaient pour l'emploi, pour les salaires, etc. Mais là, ils constatent officiellement, et ils s'en alarment, que le système ne fonctionne plus, même pour eux. Alors, deux exemples essentiels. D'abord, les 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, se tient un Conseil européen extraordinaire où Jacques Chirac, président de la République, et Lionel Jospin, Premier ministre, représentaient la France. Et on peut lire dans la déclaration finale à propos de l'Union européenne, je cite, « L'objectif serait de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. » Fin de la citation. Un quart de siècle plus tard, force est de constater qu'aucun de ces objectifs n'a été atteint. Je dis bien aucun. Et ceci dans tous les domaines. C'est une marque d'échec absolument colossale, gigantesque. Ce sont les Chinois, les Américains qui sont en tête
loin devant le vieux continent. Les entreprises européennes ne font pas le poids. Deuxième exemple récent, le 9 septembre 2024, Mario Draghi, qui vient de la banque américaine Goldman Sachs, qui a été président du Conseil en Italie, président de la Banque centrale européenne, quelqu'un d'assez peu recommandable finalement, a remis un rapport à la Commission européenne. Ce rapport est intitulé « L'avenir de la compétitivité européenne, une stratégie de compétitivité pour l'Europe ». Ce rapport démontre que face à la concurrence américaine, japonaise, chinoise et dans certains domaines indienne, l'oligarchie européenne est complètement dépassée. Ainsi, pour Mario Draghi, le système de l'Union européenne connaît une lente agonie. Je reprends ces termes, une lente agonie, et que cette dernière est face à des défis existentiels. Je reprends son expression. Quand un personnage de cette dimension utilise des expressions comme cela, ça veut dire qu'il y a vraiment le feu à la maison, que la situation devient particulièrement inquiétante, parce qu'ils ne peuvent plus garder cela dans les petits cénacles. Ils sont obligés de tirer la sonnette d'alarme et de montrer que la question, en effet, c'est l'enjeu d'un défi existentiel, c'est-à-dire la fin du système de l'Union européenne. Eux-mêmes le reconnaissent. C'est excellent. C'est excellent parce que ça nous donne des arguments pour continuer, accélérer, expliquer et proposer des alternatives. Alors, il y a quelques chiffres dont je vais vous faire l'économie sur les questions d'emploi, de productivité, de développement industriel, etc. Mais dans ce rapport, Mario Draghi fait un constat chiffré tout à fait accablant, vraiment accablant, qui montre que, en fait, pourquoi il s'en inquiète, c'est pas parce qu'il y a plus de pauvres, il y a plus de chômage. Non, c'est pas ça. C'est que le rendement du capital européen diminue. C'est ça le vrai problème. Et alors, évidemment, ils ne le disent pas comme ça. Mais quand ils disent que la productivité baisse, c'est quoi la traduction en français de tous les jours? C'est que le rendement du capital baisse. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc, c'est ce qui les agite. Alors, pour nous, cette déliquescence totale, c'est pour cette raison qu'il y a eu le référendum de 2005, pour essayer chez les partisans du système, de redonner un élan populaire. Ils se sont complètement plantés puisqu'ils ont perdu. Le coup d'État parlementaire, c'est parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait reprendre les choses en main, il fallait casser la dynamique de 2005. Ils y sont parvenus, mais ils ne sont pas parvenus à interrompre la baisse de la rentabilité du capital. Et donc, je termine là-dessus pour montrer que finalement, nous sommes dans une période tout à fait exceptionnelle qui est le tournant que les oligarques européens eux-mêmes dont ils ont pris conscience, celui de la faiblesse, de la faillite de leur politique. Alors, il faut s'attendre au pire. Il faut s'attendre au pire parce que la bête blessée est capable de tout. On voit déjà que les tendances autoritaires, autoritaristes, dictatoriales même, dans certains domaines, se développent. Les atteintes aux libertés individuelles, aux droits collectifs, aux droits syndicaux. Il y a toute une série d'indices qui montrent, alors à l'échelle de la nation, en France, mais également à l'échelle européenne, avec la course à la guerre. Mais en fait, les pauvres Ukrainiens, chers à canon par procuration pour les Américains, aujourd'hui, caution
de la politique de Macron et des autres. En fait, ils servent à agiter la peur de la guerre pour calmer les Français, pour essayer de redonner un élan unitaire, de rassembler la nation, divisée sur ces questions, de manière artificielle. Tout cela est extrêmement dangereux. Macron, un individu comme Macron, joue avec le feu. Et l'Union européenne aussi. Elle ajoute de l'huile sur le feu en permanence. Alors, dans cette situation, eh bien, il faut garder son calme, agir pour mettre en avant la nécessité de ce référendum, pour solder les comptes, agir pour la paix et faire en sorte que nous puissions rassembler les Français comme ils se sont rassemblés en 2005 sur des bases positives. Parce que ce que veut faire Macron et les autres, ce qu'ils veulent faire, c'est de rassembler les Français sur des bases négatives, sur des bases guerrières. Bien, il faut revenir à l'union qui avait pu se nouer entre certaines forces politiques, entre certaines catégories sociales en 2005, revenir à cette forme d'unité nationale qui a permis ce grand succès pour les gens et pour la France. Bonsoir, et merci d'être là. On entend parfois ou on lit des choses comme l'Europe est une belle idée qui a mal tourné. C'est faux. Dès le départ, l'Europe a été conçue pour être une dictature. D'abord, il faut rappeler que l'Europe est un projet sous tutelle américaine. Je cite Dwight Eisenhower, quand il était commandant suprême de l'OTAN en Europe, interrogé par Paris Match le 27 octobre 1951. Après la signature du traité de la Communauté économique du charbon et de l'acier. Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe. L'Europe fonctionnerait comme fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Cette tutelle américaine sur la construction européenne a été bien documentée par Geir Lundestad, un européiste et un atlantiste convaincu, qui a écrit « Europe-Amérique, États-Unis et Europe de l'Ouest » de 1945 à nos jours. Je vous donne une petite citation. Il précise dans son livre les motivations du soutien américain. La promotion du modèle américain, un système fédéral, la démocratie politique et des marchés libres et ouverts, le développement d'une Europe plus rationnelle et plus efficace qui allégerait le fardeau américain et l'endiguement de l'Union soviétique et de l'Allemagne. Alors, il faut savoir que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, un des piliers de la stratégie américaine était d'empêcher un rapprochement entre l'Allemagne et la Russie, l'Union soviétique à l'époque. Donc, effectivement, ça entre là-dedans. Maintenant, parlons de la construction européenne elle-même. Dès le départ, l'idée centrale de la construction européenne est la suivante. Un groupe de spécialistes non élus chargés de produire les lois et de les faire respecter. C'est la confrérie des protecteurs de la loi. Le juriste nazi Walter Einstein, qui a été le premier président de la Commission européenne, a exposé cette idée dans une conférence le 23 janvier 1939 à Rostock. Il était à l'époque le doyen de la faculté de droit. Extrait. La caractéristique la plus remarquable de l'état du droit d'aujourd'hui sera éternellement la politique totale de la loi. Cela signifie une révolution d'une taille et d'une profondeur sans précédent des systèmes juridiques archaïques, et ce, jusque dans leur moindre recoin. Ça, c'est quasiment la définition d'un système totalitaire. On a la main sur la totalité de la vie des gens.
Selon une loi de la nature qui est innée dans la profession du protecteur de la loi, ce dernier doit finalement être l'architecte responsable de la loi. La création de la loi nouvelle est seulement la tâche des législateurs et le rôle du juge se limite à l'intégration, le fait de présenter des faits de la vie en vertu des faits qui ont été déterminés par la loi. C'est la définition d'un système totalitaire. Et ce même Walter Einstein, dans un livre qu'il a écrit, qui s'intitule « La communauté européenne », écrit la chose suivante: « Chaque action commence avec la commission. La commission est l'élément le plus original de l'organisation de la communauté et qui n'a aucun précédent direct dans l'histoire. Sa fonction est de représenter la communauté à l'intérieur et à l'extérieur. La commission est indépendante des gouvernements des États membres. La commission possède le monopole de l'initiative législative. » Donc voilà, cette idée des centrales, de la confrérie des protecteurs de la loi, figure dans l'article 9 du traité de la CECA, qui donne les attributions de la haute autorité, et elle figure dans l'article 17 du traité de l'Union européenne, qui donne les prérogatives de la Commission. Je vous en lis un passage. La Commission, elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, elle a un regard sur le pouvoir judiciaire. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion. Elle exécute le budget et gère les programmes. Ça s'appelle le pouvoir exécutif. Et enfin, un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. Ça, c'est le monopole de l'initiative législative. Donc, je résume, elle est le pouvoir exécutif de l'Union, elle est le pouvoir législatif de l'Union, le Parlement vote, mais il vote que les lois qu'on lui propose, et elle a un regard sur le pouvoir judiciaire. Ben ça s'appelle un dictateur. C'est aussi simple que cela. Mais maintenant, entre les textes et la façon de les mettre en œuvre, il y a quand même une petite différence. Dans les années 50-60, la construction européenne ne pouvait pas s'afficher, malgré les textes écrits, il ne pouvait pas s'afficher tels que les textes le proposaient, parce qu'on était trop près de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait eu le nazisme. Bon. Donc, elle est avancée masquée. Les précédents orateurs l'ont bien évoqué. La dictature est avancée masquée, tout doucement, comme le saucisson qu'on coupe en tranches, hein, tranche par tranche, et puis avec une propagande, l'Europe c'est la paix, avant on se faisait la guerre, maintenant on s'embrasse sur la bouche, le couple franco-allemand, comme c'est mignon le couple franco-allemand, hein, alors qu'en Allemagne il n'a jamais été question de couple franco-allemand en Allemagne. En Allemagne il disait les deux premières puissances européennes pour l'instant. Sous-entendu, à terme, il n'y en aura qu'une, ce sera l'Allemagne. Donc, ils n'ont jamais parlé de couple franco-allemand là-bas. Mais nous, on nous a vendu tout ça, et ça a pris 60 ans. 60 ans de propagande, 3 générations. J'avais prévu de dire des trucs qui ont déjà été dits, donc je passe, qui ont été dits mieux que je ne pourrais le dire, jusqu'à donc cette montée progressive de la dictature par perte successive de souveraineté dans plusieurs domaines, on en a parlé, hein, les frontières, la monnaie, etc., arrive en 2005, et là il y a un bug, il y a un gros bug. Le peuple français vote non à 55%. Et là je vais être grossier. Comme dirait Brigitte Macron, ton vote, peuple français, on s'en bat les couilles. Et alors, il y a un truc qui est marrant quand même, c'est entre les pays d'Europe occidentale et les pays d'Europe de l'Est. C'est une histoire de grenouille. Vous connaissez l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau froide ou celle qu'on... Bon. Nous avons vécu
60 ans de propagande, donc nous sommes la grenouille qu'on a mis dans l'eau froide et qu'on fait chauffer tout doucement. Mais les pays de l'Est, ils n'ont pas eu le temps d'oublier, il n'y a pas eu 60 ans, il n'y a eu même pas une génération. Quand ils sont arrivés dans l'Union européenne, en fait, ils se sont aperçus que ça n'avait pas changé pour eux. Avant, ils recevaient leurs ordres de Moscou, et là, maintenant, ils reçoivent de Bruxelles. Donc, ils n'ont pas eu le temps d'oublier. Et c'est des pays de l'Est que la rébellion vient. Hein, les premiers, ça a été les Polonais, qui voulaient remettre en cause la primauté du droit européen. Ils se disent, comment ça, le droit européen est supérieur à notre droit? Non, mais ça va pas. Finalement, ils ont reçu une bonne claque, et puis ils se sont rangés. Et puis, il y a la Hongrie, de Viktor Orban, qui rue dans les brancards. Et aujourd'hui, il y a la Slovaquie, avec Robert Fico. Et si vous regardez la carte des dernières élections en Allemagne, le parti Alternative für Deutschland, qui est catalogué à l'extrême droite, mais peu importe, c'est pas ça qui compte, dans son programme, clairement, il indiquait qu'il fallait sortir de l'Union européenne. Eh bien, vous regardez la carte des votes en Allemagne, vous avez les frontières de l'ancienne RDA et de l'ancienne RFA. C'est l'ancienne Allemagne de l'Est a voté pour la sortie de l'Union européenne. Donc, c'est assez saisissant. Et à mon avis, c'est un bon indicateur. Et plus ça avance, plus la dictature se voit. Ils ne peuvent plus la cacher. Alors j'ai quelques citations. La première, c'est quand même celle de Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, après le vote, après l'élection de Syriza en Grèce. Syriza qui voulait sortir de l'euro, qui proposait de sortir de l'euro parce qu'il s'était un petit peu fait maltraiter par l'Allemagne qui domine l'euro. Donc, que dit Juncker? Il dit « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Il dit ça le 28 janvier 2015 dans Le Figaro. J'ai d'autres citations. Elisabeth Guigou. Le référendum irlandais a été humiliant et prouve que les référendums sont des mécanismes purement destructifs. L'Union européenne a besoin de traités et les référendums tuent les traités. La démocratie entraînerait un blocage général de l'Union européenne. Sylvie Goulard, présidente du mouvement européen France, elle a été conseillère de Romano Prodi quand il était président de la Commission européenne. Elle dit que la réponse à donner en cas de référendum devrait se faire avec une sanction à la clé en cas de non. Elle veut envoyer les Panzers. Ah oui, on parlait de Jean Monnet tout à l'heure. Voici ce qu'il écrit dans une note du 6 mai de 1943 déclassifiée, adressée au secrétaire d'État américain Harry Hopkins. Il faut se résoudre à conclure que l'entente est impossible avec De Gaulle, qu'il est un ennemi du peuple français et de ses libertés, qu'il est un ennemi de la construction européenne et qu'en conséquence, il doit être détruit dans l'intérêt des Français. Et une petite dernière, Hans-Gert Pöttering, président du Parlement européen, eurodéputé allemand, il est clair que l'Europe est notre espace vital spirituel. Vous avez dit espace vital, camarades. Aujourd'hui, le roi est nu. Ils ne peuvent plus se cacher. En Roumanie, vous avez vu ce qui se passe, Călin Georgescu, qui arrive en tête du premier tour avec un programme de sortie de l'Union européenne, et l'élection est annulée par la Cour constitutionnelle avec pression de l'ambassadeur de France en Roumanie, et il est interdit de se présenter. En Gagaouzie, région autonome au sud de la Moldavie, qui est pro-russe de culture, Eugenia Gustul, la chef Gagaouze, est mise en prison pour une raison, de toute façon, peu importe la raison, n'importe quel prétexte est bon. Et quand il s'appelle Thierry Breton, qui dit après
que les élections roumaines aient été annulées, Thierry Breton dit, c'était avant les élections allemandes, si la même chose se passe en Allemagne, on le fera aussi. Donc il ne se cache plus. Il ne se cache plus. Quand on écoute l'argumentaire de Cruella Layel sur la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit il faut armer l'Ukraine, soutenir l'Ukraine, l'armer pour qu'elle gagne la guerre contre la Russie. Ça nous permettra d'assurer la paix et la sécurité en Europe. Eh bien, si je résume cet argumentaire en une phrase courte, ça donne « la guerre, c'est la paix ». Ça nous rappelle quelque chose. Nous y sommes. Nous sommes dans le roman de George Orwell, 1984. La guerre, c'est la paix. Quand on entend Macron dire que Vladimir Poutine n'a pas respecté les accords de Minsk, alors qu'il y a un an tout juste, Angela Merkel puis François Hollande ont avoué tous les deux que c'était eux qui n'avaient pas respecté les accords de Minsk, on se dit que Macron tire ses informations de l'univers. Le ministère de la Vérité, dont la mission est de réécrire l'histoire au fur et à mesure pour qu'elle colle avec le discours de Big Brother. Il faut se préparer psychologiquement à ce qu'un beau matin, on voit débarquer la police politique pour nous emmener en garde à vue pour cause de pensées non conformes. George Orwell l'a écrit dans son roman, donc la probabilité que ça se passe est non nulle. En attendant, courage, optimisme et surtout bonne humeur. Merci. Bien, les trois petits exposés qu'on vient d'entendre montrent déjà que l'Union européenne, c'est une question vraiment très difficile à traiter, en ce sens qu'il y a de nombreux points sur lesquels on peut partir. Donc on a vu les questions institutionnelles, on a vu aussi un petit peu la relation entre les États-Unis et l'Europe comme rejeton un peu tordu, un peu estropillé des États-Unis. Il y a encore d'autres manières d'attaquer cette question européenne. Une des questions qui me paraît importante quand même, c'est de faire un bilan de ce qui s'est passé. Donc Jacques tout à l'heure nous a dit, oui, finalement, il y a les inégalités qui ont explosé, c'est vrai, c'est peut-être même une des raisons pour laquelle l'Union européenne a été créée. On voit très bien qu'à partir du début des années 80, on a un mouvement en faveur des profits qui est continu et un affaissement de la part des salaires dans la valeur ajoutée dans quasiment tous les pays européens. Phénomène qu'on voit aussi d'ailleurs dans tous les pays occidentaux ou dans l'ordre des États-Unis. Donc il y a ce premier problème. Un problème qu'on a oublié ici de dire, donc je vais un peu le rajouter parce qu'on ne peut pas tout dire d'un coup, c'est que quand on regarde les chiffres de la croissance économique, simplement, et on se rend compte d'une chose, c'est que les États-Unis ont une croissance beaucoup plus forte que les pays européens, et les pays de la zone euro ont une croissance beaucoup plus faible encore que les autres pays européens qui ne sont pas dans la zone euro. Ça veut dire que un pays comme la France, comme l'Allemagne, eh bien, cumule à la fois le handicap d'être dans l'Union européenne, avec le libre marché, le libre-échange, tout ce qu'on voudra, mais cumule aussi l'inconvénient, surtout pour la France et l'Italie, d'être corsetés dans l'euro. Donc ça, c'est un point extrêmement important parce que les statistiques prouvent simplement qu'il y a un écart de croissance entre les trois zones, c'est-à-dire les États-Unis,
les pays européens et la zone euro. Alors ça, c'est un phénomène très important parce qu'il y a quelques années, peut-être 25 ans, l'Union européenne avait engagé à peu près 300 économistes pour faire un grand livre pour justifier du passage au marché unique, puis à la monnaie unique. C'est un livre qui doit faire 12 ou 13 volumes, et on avait à payer à peu près tous les économistes qu'on voulait, du moment qu'ils disaient les choses correctement. C'est-à-dire que grâce à la monnaie unique, grâce au libre marché, bien, on aurait une croissance économique forte. Ils avaient donné le chiffre de 4,5% par an, hors inflation, ce qui devrait faire bondir n'importe quel économiste sérieux. Ils avaient dit, grâce à tout cela, eh bien, nous aurons un excédent budgétaire. Bon, ça, l'excédent budgétaire, on repassera évidemment, et on aura tellement d'emplois à donner qu'il faudra faire venir des immigrés en grande quantité pour assurer ce grand développement. Alors évidemment, moi je me suis retrouvé dans une réunion avec les pour la Commission européenne, et j'ai présenté un rapport justement sur le décalage qu'il y avait entre les prévisions que j'ai tracées très grossièrement, bien entendu, et la réalité. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, on voyait déjà que les prévisions de l'Union européenne, de la Commission européenne plutôt, elles étaient totalement erronées. C'est-à-dire qu'elles n'arrivaient pas à suivre la marche, le tableau de marche qu'elles s'étaient fixé. Donc ça, c'était quand même un problème. Et donc, moi, je présente un rapport. J'avais été payé par la Commission européenne pour ça, d'ailleurs, ce qui est assez curieux, mais bon, l'Union européenne a de l'argent, comment on sait. Et je présente un rapport où j'explique ce décalage. Et dans mon centre de recherche, j'ai un de mes collègues qui me dit, tu ne peux pas écrire ça, tu ne peux pas dire ça. Je dis, pourquoi c'est faux? Il me dit, non, ils vont te tuer. Ça voulait dire que si je montrais que l'Union européenne ne fonctionnait pas comme elle prévoyait, puisque les économistes fonctionnent avec cette idéologie d'une démarche hypothético-déductive, comme on dit, c'est-à-dire qu'on doit vérifier les hypothèses avec les faits de réalisation. Et donc, en fait, ça voulait dire clairement que si je ne donnais pas raison à ce grand livre qui avait été écrit par deux économistes qui à l'époque étaient assez connus, eh bien, ils ne me donneraient plus jamais d'argent. C'était ça que ça voulait dire. C'est clairement ça que ça voulait dire. Et là, ça dit. Et moi, j'ai connu, évidemment, beaucoup d'économistes dans ma carrière qui ont gagné beaucoup d'argent avec la Commission européenne. Si vous voulez, je vous donnerai des noms. Hein. Certains sont connus de mes collègues, mais bon. On peut gagner beaucoup d'argent avec l'Union européenne, à condition de rester dans les... Là, moi, j'ai présenté mon rapport, et devant un comité de personnes très importantes, la Commission européenne, des bureaucrates à un niveau assez élevé, dont un m'avait dit que grâce à la Commission européenne, il s'était acheté une belle villa hier. Mais il n'y en a pas un qui a relevé une seule chose que j'avais dit à faire, un rapport quand même assez copieux, donc je passe les détails ici. Et ils n'avaient pas relevé rien. Ils m'ont dit, oh, vous vous êtes trompé, etc. Bon, j'avais passé à la moulinette toute la question du libre-échange, etc. Et donc, ça voulait dire qu'en fait, quelque part, ces économistes, je dirais 90% des économistes sont comme ça, ils n'ont pas de conviction particulière, même pas européenne. C'est-à-dire qu'ils écrivent ce qu'on leur dit d'écrire, implicitement. On ne dit pas, il n'y a personne qui va vous dire, il faut que vous écriviez que l'économie européenne fonctionne correctement, etc.
Maintenant, il se borne à quelque chose d'assez drôle, puisqu'on voit qu'on rigole pas mal sur ces questions-là. Eh bien, vous dites, mais si l'économie, si l'Union européenne n'existait pas, ce serait pire encore. Donc, pire pourquoi, on ne sait pas. La même chose pour l'euro. Vous avez l'euro, c'est vrai que ça, c'est pas terrible, mais sans l'euro, ça serait pire encore. Or, justement, les statistiques montrent que c'est exactement l'inverse. Je prends l'exemple de la France. La France a un commerce extérieur à peu près équilibré au début des années 2000, à peu près. Parfois un petit peu excédent à la fin des années 1990, quand même un petit excès. Mais pas important. Disons qu'on a un petit déficit, et puis de temps en temps, un petit excès. On est à peu près équilibré, on équilibre le commerce avec les services, le tourisme, etc. Comme on sait. Mais même quand on a eu des déficits entre 1945 et 2000, ce déficit arrivait à se résorber. Pourquoi? Parce qu'on avait une souveraineté monétaire qui permettait de dévaluer le franc, etc. Vous connaissez tout ce système. Et donc, à partir de l'introduction de l'euro, le déficit commercial français plonge complètement et bat des records, comme d'habitude, avec Macron. Macron est le champion du monde de la catastrophe économique dans tout le domaine. Moi, je ne comprends pas où peut être le succès de Macron, en quelque domaine que ce soit. Je dois dire qu'il est arrivé à se faire réélire en 2022, c'était quand même extraordinaire vu les compétences de ce garçon. Alors, la question, c'est ça, c'est que nous avons un déficit commercial qui s'aggrave d'année en année. Ce déficit commercial, et c'est le cas aussi pour les États-Unis, bien entendu, pour des raisons un petit peu différentes, ce déficit commercial est compensé pour partie par de la dette. Et donc, on se trouve dans ce qu'on appelle le déficit jumeau, une dette qui continue de grossir, et puis un déficit commercial qui continue de s'enfoncer. Et évidemment, ce qui est très clair, c'est que la décomposition du commerce extérieur français est très nette et continue à partir de l'introduction de l'euro. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est-à-dire que si nous ne changeons pas de système, bien on continuera comme ça. Et bien entendu, si nous avons un déficit commercial de plus en plus profond, de plus en plus extraordinaire, ça veut dire que notre industrie, tout simplement, elle fout le camp. Ça veut dire qu'elle est plus compétitive, elle s'en va, etc. Et la France devient un pays dont la seule richesse maintenant, c'est le tourisme et les emplois, c'est des domestiques qui accueillent des touristes, etc. Alors ça, c'est un point sur la question des performances. Moi, je voudrais revenir sur un autre point qui n'est pas assez souligné, même on en a parlé tout à l'heure, c'est que l'Union européenne, là, c'est clairement un État, un proto-État fasciste. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est un programme autoritaire. On a dit tout à l'heure ce qui se passe en Roumanie. C'est quand même quelque chose de complètement extraordinaire. Il faut lire les attendus de la Cour constitutionnelle roumaine pour embastiller les candidats qui risquent parce qu'on ne sait pas trop, qui risquent d'être déplaisants pour l'Union européenne, on les met en tôle. Et une des raisons de mettre en tôle Georgescu, de le traîner devant les tribunaux, c'est qu'il produit une critique contre l'Europe. En fait, attention à ça, parce que cet argument d'éliminer un candidat qui critique l'Europe, c'est l'argument qu'a sorti Bénédicte de Percus à propos de Marine Le Pen.
c'est le même argument. Il y a un attendu, mais quand même, l'inéligibilité est tout à fait normale, qu'elle soit exécutive tout de suite, parce que, évidemment, elle passe son temps à critiquer l'Union européenne. Il y a une phrase comme ça qui est absolument sidérante. Je ne vais pas défendre Marine Le Pen ici, ça c'est pas du tout mon problème. Hein. D'autant qu'en plus, je pense que Marine Le Pen n'est pas très anti-européenne et pour la sortie de l'Europe, etc. Mais c'est pas ce qui m'a frappé là-dedans. C'est pas qu'on condamne Marine Le Pen, c'est qu'on élimine un candidat parce qu'il critique l'Union européenne. C'est-à-dire, demain, on vous mettra en prison. Ça, c'est quand même quelque chose que moi, personnellement, je trouve choquant. Donc, il faut bien se rendre compte que l'Union européenne fonctionne maintenant comme la Turquie. C'est-à-dire, on élimine le candidat qui gêne. Erdogan a supprimé le candidat qui gêne, qui est d'ailleurs un gentil européiste. Hein, mais ça, c'est pas la question. La question, c'est la manière dont on se prend. Et non, nous avons comme constante cette idée qu'il ne faut pas. On a une pratique de la démocratie qui est particulière. Bon, à part ça, on vous dit, les Russes, quand même, ce n'est pas des démocrates, machin, il faut les combattre au nom de nos valeurs. Mais moi, je me suis amusé à faire, il y a quelque temps, un petit article sur la popularité de l'élite européenne. Et c'est assez sidérant, quand même. Macron, vous connaissez sa popularité. Aujourd'hui, elle est en enflant un petit peu à l'hélium les sondages. On arrive vers peut-être 25%. On gonfle bien. Ça, c'est pour moi. Starmer, il est complètement dans le Scholz, même si on n'a pas encore le Scholz, c'est aussi dans les 20%. Von der Leyen, la grande chef-tête de l'Union européenne, qui a perdu ses SMS avec Pfizer, celle-là, elle est à 15%. Et je vois dans les sondages américains, états-uniens, pardon, les sondages états-uniens, vous dites que Poutine est entre 70 et 80% selon les semaines. Alors, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette démocratie que soi-disant on nous vend en Europe? Moi, je suis tout à fait persuadé que la Russie n'est pas un État démocratique. Mais je ne crois pas plus que l'Union européenne et les pays qui la composent soient un État démocratique. Alors tout ça, et je trouve que c'est extrêmement important parce que si l'Union européenne n'avait pas existé, je ne crois pas qu'il aurait été si facile que ça pour les États-Unis d'entraîner les pays européens dans la guerre. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et il faut comprendre quand même que l'Union européenne, d'une manière ou d'une autre, elle soutient avec ces espèces d'associations qui travaillent pour Soros. Soros est le plus célèbre, mais il y en a d'autres, USAID, etc. Soutiennent ce qu'on a appelé les révolutions de couleur. Et ces révolutions de couleur, évidemment, elles sont tout sauf démocratiques. On sait que en Ukraine, le Poroshenko, c'est quand même assez extraordinaire ça. Poroshenko est arrivé au pouvoir issu de coup d'État. Et le coup d'État, Victoria Nuland, lui, ça nous a coûté 5 milliards de dollars. Donc c'est quand même quelque chose de fantastique. C'est elle qui le dit. Personne n'a trafiqué ce qu'elle dit. Lui, ça nous a coûté 5 milliards de dollars. Mais ça valait vraiment le coup. Donc, ils ont débarrassé le Premier ministre qui était tout à fait pro-russe, hein,
tout à fait pro-russe, quand même avec une certaine prudence tout de même, et ils ont mis à la place Poroshenko. Et l'extraordinaire, c'est que Poroshenko, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme des ministres étrangers à des postes clés. Donc, on va retrouver au ministère de l'économie Nathalie Jaresko. Et Nathalie Jaresko, c'est une états-unienne. C'est une prof d'économie aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? La veille qu'elle prenne son poste de ministre de l'économie, on lui donne la nationalité ukrainienne. Ah, très bien. Et elle va faire pas grand-chose, en vérité, mais elle va signer un décret pour faire en sorte que BlackRock et Monsanto puissent acheter des terres agricoles en Ukraine. C'est quand même extraordinaire. Dans ce gouvernement Poroshenko, on trouve des tas d'individus louches. Parmi ces gens-là, on trouve Raphaël Glucksmann, comme conseiller de Poroshenko. Lui, on l'a viré de Géorgie. Il n'a pas de travail, lui, sa femme est géorgienne, elle sous-ministre de l'Intérieur à l'Ukraine. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe, elle veut partir. Elle part avec une valise remplie de dollars, 6 millions de dollars, et elle se fait arrêter à l'aéroport de Kiev. Puis, les Américains arrangent le coup, finalement, elle finit par atterrir à Londres. Donc, tout ça, ces gens-là, ce sont des gens qui se battent pour nos valeurs, pour la démocratie, et pour des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment, je trouve ça extrêmement grave. C'est-à-dire que les médias français sont totalement complices de cette canaillerie. Et ça, je dis, il n'y a plus rien. Ça, je dis, les journaux, je lis Le Monde depuis une soixantaine d'années, quand même. Le Monde, c'est un repère. Je me suis amusé à regarder le CV des journalistes d'aujourd'hui dans le monde. Ils ont tous été élevés en batterie aux États-Unis. À commencer par Sylvie Kaufmann, qui veut faire la guerre, encore. Elle est sans doute encore plus folle que Benjamin Dallas. Donc, c'est extraordinaire, parce que Le Monde a toujours été un journal démocrate chrétien, avec une petite patine de gauche pour les questions de société, antigaulliste certainement, européiste toujours, mais ils n'avaient pas cette habitude de mentir d'une manière systématique. Et il se passe certainement quelque chose d'important, parce que Le Monde aujourd'hui vient de sortir un article sur la Roumanie. Et ils ont mis aujourd'hui, je dis quand même, peut-être que la Cour constitutionnelle roumaine exagère dans la vindicte qu'elle porte aux candidats qui se présentent. Alors, c'est ça, je veux dire, nous sommes dans l'Europe, c'est l'Europe concrète que nous avons. Comment ça se fait que la Roumanie tourne de cette façon? Non, on a des réponses, bien entendu, mais et comme on parle en permanence de défense de nos valeurs, de Poutine, le grand dictateur, la moitié fou que si moi ces soldats se battent des frères d'Ukraine, machin. Donc, les journalistes répètent tout cela d'une manière continue. Et ils répètent toujours, pour ce qui est de l'Europe, ce qu'on a dit tout à l'heure, ils répètent toujours que finalement, si on n'avait pas l'Europe, si on n'avait pas l'euro, on serait encore plus mal. Et grâce justement à l'Europe, on va en fait pouvoir faire une grande armée qui va bien les défendre. Alors ça, c'est un fantasme et c'est une erreur de croire qu'on va faire une défense européenne. C'est une erreur complète. Je peux me tromper, bien entendu, mais bien entendu, quelqu'un comme Macron, il travaille là-dedans, il se verrait bien président d'un futur État. Mais ça, c'est du fantasme, ça repose sur strictement rien. Mais pour revenir à cette question de la défense européenne, qui est quand même
quelque chose de central. Personne n'en veut de cette défense européenne. On balance des chiffres genre, oui, on va donner 850 milliards d'euros pour construire une grande armée, puis après on ira foutre la pâtée aux Russes. On a un général allemand, qui ne se souvient pas très bien de la Seconde Guerre mondiale, qui a dit qu'il faut que la guerre dure jusqu'en 2030. Il n'a pas dit qu'il faut défendre des plus, il faut que la guerre dure jusqu'en 2030 afin d'affaiblir des Russes. Car c'est ça. Alors, l'Europe est aujourd'hui, c'est ça que peut-être il faut travailler là-dessus, elle se trouve un peu comme un canard sans tête. Parce que tant qu'il s'agissait de suivre Biden et les gens comme ça allait tout seul. Mais maintenant, Trump, on ne sait pas trop. Hein. Bon, les Russes se méfient de Trump, bien entendu, mais Trump, il fait des choses extrêmement bizarres et qui prennent de court complètement l'Union européenne. Certains disent qu'il est fou, évidemment. S'il ne pense pas comme les Européens, il est fou. Moi, j'ai aucun. Comment dire, je n'ai pas de. Trump, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Hein. C'est quelqu'un d'assez irrésolu qui fait un petit peu n'importe quoi. Mais on attaque Trump sur des choses qui moi, m'intéressent. Bon, d'abord, soi-disant, il voudrait faire la paix. J'ai une certaine. Mais faire la paix, ma foi, c'est peut-être un programme intéressant pour l'Europe. Hein? L'Europe pourrait se rabibocher avec les Russes, avoir du gaz à nouveau pas trop cher, et donc faire repartir un peu sur l'économie qui est en train de plonger, mais complètement. Et ça, c'est le problème. Mais on attaque maintenant ouvertement Trump sur un point particulier qui nous intéresse, nous, Européens, c'est la question des droits de douane. Alors, Trump augmente les droits de douane. Bon, très bien. Ça va être plus difficile pour les Européens, pour les Allemands particulièrement. Ils vont morfler que ce n'est pas possible. Ça, c'est un point clé, ça. Hein. Mais, après tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, Trump doit faire face à un déficit commercial abyssal. Et toutes les années, ça va, le Trump, c'est la même chose, ça plonge, depuis Clinton, ça plonge sans retour. Donc, un déficit commercial énorme comme ça, eh bien, il rend les États-Unis complètement prisonniers. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fera, parce que peut-être le jour où il mettait nos doigts dans l'aide, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, sur le principe, ce qui est intéressant, c'est que Trump nous dit, voilà, au lieu de rééquilibrer le budget, moi, maintenant, je veux rééquilibrer le commerce extérieur. Ça arrivera peut-être pas, on ne sait pas. Ce n'est pas la question. Mais il faut comprendre que dans selon la doxa de l'Union européenne, ce qui doit être fait, c'est l'équilibre budgétaire. On s'occupe de l'équilibre budgétaire. Et on suppose qu'une fois qu'on a l'équilibre budgétaire, eh bien, tout va rouler tout seul. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y a aussi le déséquilibre commercial. Et non, c'est le cas de la France. Hein, la France a un déficit commercial. Et pourquoi on n'écrit pas dans les textes d'une nation, de l'ensemble de nations, par exemple, que nous devons impérativement aboutir à l'équilibre commercial. Ça serait une idée de gestion saine, au fond. On n'achète pas plus à l'étranger que ce qu'ils nous achètent. Et donc, on ne consomme pas plus de produits étrangers que ce qu'on peut payer. Donc, c'est une question assez saine, finalement. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est que cette idée va probablement faire tache d'huile. Et on va revenir, bien entendu, vers le protectionnisme, parce que ceux qui ne prendront pas le vallon du protectionnisme
régionales vont être complètement laminés. Or, évidemment, l'Union européenne n'existe que par son libre-échange. C'est l'idéologie du libre-échange qui a mis ça a arrangé pendant plusieurs décennies l'Allemagne, bien entendu. L'Allemagne, l'euro a arrangé beaucoup l'Allemagne, etc. Mais ça a tué beaucoup de pays, à commencer par la Grèce. On a parlé de fascisme tout à l'heure. Enfin, 2005, c'est la négation du résultat du référendum, pas seulement en France, aux Pays-Bas aussi, où il y a eu un fort courant anti-européiste. Mais on a des choses comme ça. Comment on ne va pas voir, si vous voulez, ce qui va se passer. 2015, c'est quand même un acte sauvage contre la Grèce. On a failli tuer, on a tué les Grecs pour ça. Les Grecs sont morts à cause de cette décomposition de ce pays, de la braderie de ce pays. Bon, et maintenant, nous sommes en 2025. Et donc, évidemment, la grande question, c'est est-ce que nous allons aller continuer encore comme ça, ou est-ce qu'on va commencer à sortir de ce passage qui, malheureusement, est extrêmement négatif pour nous. Donc voilà un peu les questions, moi, que je voulais soulever pour l'avenir.